Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. D'abord, les titres. Lambert Mende est de retour sur le petit écran. Le ministre en charge des médias salue au nom du gouvernement la décision du déploiement de la force internationale neutre à la frontière RDC-Rwanda. Un acte qui marque un début de solution à l'insécurité qui déchire la partie est du pays. Pendant ces temps, à Kampala, c'est le statu quo. Aucune avancée de taille n'est signalée. Le médiateur consulte encore de manière séparée les deux délégations. À suivre également dans ce journal l'adoption après seconde délibération de la loi des finances pour l'exercice 2013. Les élus du peuple ont procédé aux coupes dans les différentes lignes budgétaires en vue de rencontrer la volonté du chef de l'État qui tient à mettre de moyens conséquents à la disposition de la défense nationale. Un corps sans vie retrouvé ce matin aux entours du stade des Martyrs. Bien qu'il présente des signes visibles de violence, personne ne sait encore expliquer avec précision les circonstances de cette mort. L'enquête qui est en cours nous en dira plus. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir, Lambert Mende était devant la presse ce vendredi. Le porte-parole du gouvernement a analysé, comme il aime le faire, les questions d'actualité brûlantes de l'heure. Il s'est réjoui de la décision prise par l'Union africaine et l'ONU de déployer la force internationale neutre à la frontière commune et de l'installation de drones en RDC pour surveiller les frontières de la RDC telles que proposées par Hervé Latsou. Monifobos. Comme à ses habitudes, Lambert Mende se félicite au nom du gouvernement congolais de la décision prise par l'Assemblée nationale pour l'invalidation du député national Roger Lumbala pour son ralliement au M23. Il salue aussi la levée des immunités parlementaires du député Eugène Diomindongala accusé de viols sur mineurs. Abordant les négociations entre le gouvernement et les M23 à Kampala, le ministre des Médias s'est dit heureux de constater que l'exigence des rebelles qui faisait obstacle à ces pourparlers a été levée par eux-mêmes. Un acte que Lambert Mende attribue au refus du gouvernement d'accéder à cette demande. Nous avons pour notre part, comme gouvernement, pris acte de l'annonce faite par des éléments du M23, selon laquelle ils renonçaient désormais à conditionner leur participation à cette rencontre de Kampala, à un cessez-le-feu à signer avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. La fermeté des autorités de la République, appuyée en cela par de larges pans de l'opinion publique nationale et de la communauté internationale, aura été payante. En ce qui les concerne, les Congolaises et les Congolais peuvent faire totalement confiance en la délégation du gouvernement qui siège à Kampala. En revanche, Lambert Mende annonce les déploiements dans tous les prochains jours dans la province du Nord Kivu de la force internationale neutre constituée de 4000 hommes venus de pays de la SADC. Ils seront appuyés par 3 drones non armés des Nations Unies avec pour tâche surveiller les frontières de la partie est de la République démocratique du Congo. Le déploiement de 3 drones non armés pour surveiller l'est de la République démocratique du Congo et la frontière commune avec le Rwanda paraît d'autant plus utile au renforcement de la paix dans la région qu'il permettra d'affiner la maîtrise par les forces internationales des mouvements le long de la frontière à problème qui sépare nos deux pays. Les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui considère le M23 comme une force négative au même titre que le FDLR, précise Lambert Mende, cette décision constitue un signal positif pour le retour de la paix non seulement en RDC mais également dans toute la région des Grands Lacs en proie à une insécurité récurrente depuis plus d'une décennie. Les pourparlers entre la délégation gouvernementale et celle du M23 Kampala piétinent. Le rythme est d'un pas en avant et 2 pas en arrière, ponctué de temps en temps par de contradictions de part et d'autre. C'est dans le contexte d'une accalmie volatile que l'Union africaine annonce le déploiement imminent d'une force internationale neutre en RDC. Chapeau bas, mais là où le bas blesse, c'est lorsque des sites à l'intérieur de la RDC sont pourvus pour ces déploiements au détriment de la frontière
frontière commune entre les deux voisins en conflit. De quoi dire que le plan B de la balkanisation est en marche. Suivez. Le déploiement de la force internationale neutre dans la partie est du pays n'est plus qu'une question de jours, à en croire les sources proches du dossier. L'Union africaine a finalement levé l'option en définissant le format que devait révertir cette force. Malgré les réticences du Rwanda, c'est sous le mandat de la MONUSCO que devrait être placée cette force avec un commandement assuré par la Tanzanie. Toutefois, il ressort que le déploiement de la force internationale neutre, quoiqu'accueilli comme un pas vers la stabilité de l'Est, ne pourrait résoudre le problème des tensions récurrentes qui minent depuis plus d'une décennie cette partie de la RDC. Selon le journal Le Potentiel, les avis divergent selon qu'il s'agit des modalités du déploiement de la force internationale neutre ou des clauses de son mandat relatives à la neutralisation de forces négatives dont le M23 et le FDLR. Les déploiements le long de la frontière commune entre le Rwanda et la RDC cèdent le pas au déploiement sur les sites ciblés à l'intérieur de la RDC, notamment à Walikale, Massissi, Beni et Lubero dans la province du Nord Kivu. La force internationale neutre s'apparente de plus en plus à une force d'interposition qu'à une force de dissuasion destinée à préserver les frontières de la RDC. Jusque-là, aucun schéma de désarmement du M23 n'est clairement présenté. C'est ce que Le Potentiel appelle le plan B de la balkanisation de la RDC. Le premier plan consistait à créer un plan de déstabilisation de la RDC par de guerres intestines téléguidées de l'extérieur. Mal en a pris aux balkanisateurs car le sursaut national a fait échouer la tentative d'amputation d'une partie du pays. Le discours développé sur l'existence des Congolais de l'Est proches au Rwanda ou de l'Ouest très éloigné n'a pas porté. Les patriotismes et les nationalismes constituant le ciment dur que rien ni personne ne peut ébranler, la prise de conscience dans la communauté internationale sur le drame qui prévaut en RDC a valu à cette dernière une sorte de trêve. Mais puisqu'ils ont la peau dure, les balkanisateurs ne sont pas encore prêts à lâcher prise. Autant ils ont infiltré les institutions internationales, continentales et régionales, autant ils sont présents dans les institutions nationales. Ils initient les prises de position, découragent ou incitent s'il est faux. Donc, ils n'ont aucun intérêt à laisser tomber les M23, leurs pions. Ils ont besoin de sa survie afin que leur plan se poursuive. Dans tous les cas, la détermination de la CIRGL, de l'UIA et de l'ONU à travailler réellement pour un retour rapide et durable de la paix à l'est de la RDC est mise à dure épreuve. Leurs pistes de solutions remettent en cause la souveraineté de la RDC, car, tel qu'elle se prépare, le déploiement de la force internationale neutre pourrait à terme permettre aux balkanisateurs d'obtenir la manière la plus douce, ce qu'ils recherchent depuis plus de 2 décennies. Mais sur le plan national, le plan B est un échec mat. Les forces acquises au changement disent avoir un plan de sortie de crise. Jean-Pierre Lissanga et ses camarades fondent leur espoir dans le dialogue pour consolider l'unité du pays face à l'agression dont le pays est victime. Ils l'ont dit ce vendredi au cours d'un point de presse qu'ils ont organisé en leur siège dans la commune de Lingwala. Leur porte-parole est interrogé par Fiston Mbouini. Au-delà de l'insécurité permanente, des catastrophes humanitaires et dégâts écologiques énormes qu'elle provoque à travers les déplacements massifs des populations aussi bien à l'intérieur que vers les pays voisins, les viols banalisés des femmes, l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armés, les pillages systématique de nos ressources naturelles, ces situations de belligérance remettent en cause l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour que le dialogue national débouche sur la résolution de la crise dans toute sa globalité, il doit regrouper autour d'une même table la délégation du gouvernement Kabila, la délégation de l'opposition démocratique, la délégation du M23 et autres groupes armés, les forces vives, la diaspora. Telle est la contribution des forces acquises au changement, aux positions, à la définition, au contour
et contenu du dialogue national dont la tenue est la seule et unique voie de sortie de crise pour notre pays, la République démocratique du Congo. La loi des finances pour l'exercice 2013 vient d'être adoptée en deuxième délibération par les élus du peuple. Ces votes est intervenu au cours de la plénière de ce vendredi. Les élus du peuple ont procédé aux coupes budgétaires dans différents secteurs en vue de répondre à la vision du chef de l'État qui tient à ce que le moyen soit mis à la disposition de la défense nationale. Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. C'est à la demande du chef de l'État que les élus du peuple ont procédé à la deuxième délibération de la loi des finances pour l'exercice 2013. La commission économico-financière et contrôle budgétaire a donc réussi à procéder aux coupes budgétaires dans les différents secteurs pour trouver des moyens à mettre à la disposition de la défense nationale. Pour le président de cette commission, plus de 80 milliards de francs congolais ont été trouvés et 60% de cette enveloppe affectée à la défense nationale. Comme la guerre, effectivement, est un problème existentiel du pays, donc il est d'abord question de le défendre avant de le développer. Donc les prochains budgets vont nous permettre de développer le pays, mais il faut d'abord défendre l'intégrité du territoire. Nous avons ajouté au budget que je ne peux pas communiquer ici plus de 60 milliards de francs. Ce n'est pas beaucoup, mais je crois que ça va résoudre des problèmes urgents. C'est à la majorité que la loi a été adoptée. Les élus du peuple ont émis le vœu de voir cet argent servir la défense nationale et non remplir les poches de quelques officiers généraux kleptomanes. Pour disposer d'une armée forte, républicaine et dissuasive, il ne faut pas seulement faire semblant d'augmenter les effectifs et son budget. Il faut des réformes en profondeur. La loi votée sera transmise au Sénat pour une autre lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. La loi est votée, mais les commentaires vont dans tous les sens dans le couloir du palais du peuple. Si les uns saluent l'intérêt qu'attache le chef de l'État à la défense nationale, les autres estiment plutôt qu'il faut une loi de programmation pour justifier tous ces fonds alloués à ce secteur. Je vous propose de les écouter au micro d'Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. Nous espérons avoir répondu aux préoccupations du chef de l'État. Mais ce n'est pas assez. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo, c'est 2 345 000 km². Il faut une grande armée pour le Congo. Il faut de grands moyens pour l'armée, pour la police, pour les services de sécurité, pour les services de renseignement. La gestion du secteur de la défense, du secteur de la sécurité, a quand même certains préalables. Ça ne sert à rien d'utiliser l'émotion, la précipitation. Non, il faut y aller avec méthode. La méthode ici, c'est d'élaborer une loi de programmation. C'est d'élaborer une stratégie de la défense nationale, une stratégie de sécurité nationale et pourquoi pas aussi le livre blanc de la défense. Pour faire face aux besoins de l'armée, c'est-à-dire à la mise en œuvre, c'est-à-dire les recrutements comme on le fait maintenant, l'entraînement en temps de paix ou sous pied de guerre aussi on peut le faire, l'acquisition des équipements, ce n'est pas avec ce budget. À la primature, en marge des activités commémoratives de la disparition de Patrice Emery Lumumba, ce 17 janvier, son fils Patrice Lumumba Okende est allé à la rencontre du Premier ministre Matata Ponyo. L'entretien a tourné autour de l'organisation de cette journée qui va recevoir des imminentes personnalités venues de tous bords pour rendre hommage à cet homme qui reste une référence pour tout le pays. Les échanges ont eu lieu à la primature. Doudou Ndombe. La date du 17 janvier approche, le pays s'apprête à commémorer l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Matata Ponyo, qui a voulu anticiper, s'est entretenu avec la famille biologique du Premier ministre congolais. Les préparations, comment faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on reçoit beaucoup de gens, des corps diplomatiques et nos frères congolais. On devait organiser tout ça. Qu'est-ce qui est prévu pour cette année particulièrement? Non, rien de spécial. On va au monument et après on part à l'église
Après l'église, une petite réception de rafraîchissement à la maison. La famille est venue confirmer au Premier ministre qu'elle est en justice contre les présumés assassins de cet illustre personnage. Elle dit être en contact avec des avocats qui travaillent déjà sur le dossier depuis la Belgique afin que justice soit faite. Fridolin Kachechi travaille sans répit depuis le jour de l'éboulement qui s'est déclaré la semaine dernière sous la nationale numéro 1 à la suite des pluies diluviennes qui ne cessent de faire des dégâts. Ce vendredi, le ministre en charge des infrastructures est rentré sur le lieu pour se rendre compte par lui-même de l'évolution des travaux. Il s'est ensuite rendu à un scellé où une glissière inachevée a une fois de plus provoqué un éboulement. Les patrons des infrastructures ont instruit l'office de route qui travaille sur le site à donner le meilleur de lui-même pour terminer les travaux en temps raisonnable. Élisée Bilonda Kassonga, Blanchard Kandolo. C'est un Passa où s'est produit il y a quelques semaines un éboulement sur la route nationale numéro 1 que le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction débute sa tournée d'inspection. L'office des routes intervient sur les sites. Fridolin Kachechi Musoka, devant l'urgence, autorise aux responsables de l'office de route de recourir à une sous-traitance en raison de la saison de pluie qui peut encore aggraver la situation. Il a demandé de recourir si possible à une mission de contrôle avec un deadline rigoureux pour mettre fin aux dégâts causés par cet éboulement sur cet axe d'importance capitale. La délégation s'est rendue également en Ntsélé. Sur la route nationale numéro 1 au PK 48 en partant de l'échangeur de Limité, une glissière inachevée a également causé des dégâts sur ce passage sous route. Les pluies diluviennes de ces derniers jours sont à la base de ces désagréments. L'entretien aussi n'a pas été rigoureusement fait, étant donné que les ressources allouées par le FONER étaient insuffisantes. La solution passe impérativement par l'implication de la population, parce que là où on n'a pas d'argent, il faut ne fût-ce qu'impliquer la population. Et pour nous, la première implication, c'est la sauvegarde du patrimoine à travers notamment les mesures qui empêchent que les ouvrages soient menacés. L'Office des routes y est déjà à pied d'œuvre. Floribert Moutouti-Metila, directeur général adjoint, explique la démarche à suivre. On est en train de faire un remblai avec des matériaux, la terre jaune. Nous allons d'abord essayer de boucher cette crevasse, mais après nous allons essayer de créer des bassins de rétention de façon à pouvoir contenir les eaux de pluie qui pourront se déverser. La solution qui est là, comme le ministre l'a dit, on ne pouvait pas construire une glissière qui aille jusqu'au fond, ça coûterait trop cher. Donc là, nous allons effectivement faire des bassins de rétention de façon à amortir, comme le sol est sablonneux et qu'il peut s'infiltrer facilement dans le sol. Nous allons faire des bassins de rétention pour contenir les eaux de pluie. Pour trouver des solutions durables, la population doit être associée. Ceci n'est possible qu'à travers une bonne sensibilisation. Je crois qu'il faut sensibiliser en allant vers les populations, en touchant les communautés de base et en touchant même les individus dans leur environnement. C'est extrêmement important. Le gouvernement mettra tout en œuvre pour trouver des solutions définitives à ces éboulements perpétuels et rendre la circulation normale. Le gynécologue Denis Mukwege, réputé pour son aide aux nombreuses femmes violées dans l'Est de la République et qui avait dû s'exiler après une tentative d'assassinat à Bukavu. Le retour à Bukavu du docteur Denis Mukwege et de sa famille est prévu le lundi 14 janvier, annonce un communiqué de l'hôpital Pandi fondé par lui pour soigner les femmes victimes de viols. Ainsi l'a-t-il décidé après beaucoup de demandes de malades, des femmes qui réclament son retour, a précisé l'AFP. Ephraim Bissimois, chargé de communication de l'hôpital Pandi. Pour rappel, le gynécologue a échappé à une tentative d'assassinat le 25 octobre à son domicile de Bukavu. Un homme non identifié a été retrouvé mort tôt ce vendredi au niveau du boulevard Triomphal dans un collecteur. On ignore encore la cause de cette mort, mais nos reporters qui se sont rendus sur le lieu ont recueilli quelques témoignages de personnes trouvées sur place. Rosa Wazi et Fiston Bouini.
Sans vie, le corps de cet homme âgé apparemment d'une trentaine d'années a été retrouvé tôt ce matin dans les collecteurs qui longent le boulevard Triomphal. Personne n'est à mesure d'expliquer la cause de cette mort, surtout qu'aucune pièce d'identité n'a été trouvée sur lui pour pouvoir l'identifier. En revanche, le corps présente les signes visibles de violence à l'instar de cette plaie béante sur la tête. Les secouristes venus pour évacuer les corps tentent d'expliquer à leur manière ce qu'ils ont vu et constaté. Les signes présentés sur ces cadavres démontrent qu'il a été tué et jeté dans ces collecteurs 17 hommes. S'il était mort dans ces lieux où on l'a trouvé, il aurait les ventres gonflés comme quelqu'un mort par noyade. Ces garçons qui habitent le coin expliquent cet acte ignoble par l'insécurité qui prévaut dans la plupart des quartiers de la commune de Kasavubu depuis un certain temps. Au niveau stade de Marty à la Triomphale, sécurité à la raté. Il y a l'insécurité à cet endroit, dit cet autre homme. Les Koulouna font la loi ici la nuit. Ils sont à la base de beaucoup de forfaits, s'inquiète-t-il. Le gouvernement devrait trouver une solution à cette insécurité qui met tout le monde en danger. En attendant les enquêtes en cours, le corps de la victime est évacué sur une formation médicale de la place. Les événements se précipitent au Mali ces dernières heures. Jeudi, les islamistes qui occupent depuis plusieurs mois le nord du pays se sont emparés de la ville de Kona à 60 km de Monti. L'armée malienne s'est retirée plus au sud à Séfaré où de renforts militaires sont arrivés. Ce vendredi, le président français François Hollande s'est déclaré prêt à répondre à l'appel de Diokounda Traoré concernant une aide militaire dans le cadre des résolutions des Nations Unies. Le président de la transition qui doit d'ailleurs s'exprimer ce soir à la télévision malienne. Pendant ces temps, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est tenue ce vendredi pour l'envoi des troupes de l'Union africaine. Le détail avec Africa 24. Détérioration de la crise au Mali. Ce jeudi, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni d'urgence au vu de l'évolution de la situation. En effet, la ville de Kona, qui se trouve au centre du Mali, est tombée aux mains des islamistes après des affrontements de 2 jours avec les maliennes. Une situation qui pourrait accélérer le déploiement de forces militaires. L'intervention prévue était en septembre 2013. Or, il y a une urgence sur le terrain. Et justement, les troupes djihadistes, prenant acte et fait de cette situation-là, accélèrent leurs forces sur le terrain. Il faut le faire très rapidement à moyen terme. Il faudrait le faire d'ici un mois, bien entendu, parce que le temps de rassembler les troupes, le temps de passer de l'indécision politique à la décision militaro-politique, il faut effectivement réussir à convaincre tout le monde. Le président de la transition, Diokounda Traoré, a adressé une lettre aux autorités françaises afin de demander leur aide militaire dans le conflit du nord du Mali qui se déplace progressivement vers le sud. Pour les analystes, les troupes africaines doivent être rapidement mobilisées. Les troupes existent, ne serait-ce qu'au niveau de la CEDEAO. Il faut les activer car si on ne le fait pas, eh ben, la situation risque d'empirer à l'avantage, bien entendu, des troupes djihadistes. Depuis mercredi dernier, les Maliens manifestent leur soutien aux forces armées du pays. Par ailleurs, si la date du déploiement des forces africaines n'est pas encore connue, les négociations entre les islamistes et le gouvernement sont prévues pour le 21 janvier. Le président français a adressé vendredi 11 janvier ce vœu aux ambassadeurs qui représentent leur pays en France. Parmi les 4 principaux points de son discours, François Hollande a commencé par la réorientation de l'Europe après la crise de la zone euro, puis il a mis l'accent sur le rôle que la France tient à jouer pour la paix et la sécurité dans le monde. Il a notamment répondu à l'appel du président malien par intérim qui a demandé l'aide militaire de Paris pour repousser l'offensive de groupes armés islamistes au centre du pays. Rosa Wazi est là ce soir avec nous pour lire le journal paru ce vendredi dans la capitale congolaise et c'est la revue de presse.
Le déploiement de la force neutre internationale dans la partie est de la République démocratique du Congo est évoqué à la une du journal paru ce vendredi dans la capitale. Le potentiel voit déjà les plans B de la balkanisation de la RDC se mettre en marche. Le pourparlers entre la délégation gouvernementale et celle du M23 à Kampala piétine. Le rythme est d'un pas en avant et de deux en arrière. Ponctué de temps en temps par des contradictions de part et d'autre, c'est dans ces contextes d'une accalmie volatile que l'Union africaine annonce le déploiement imminent d'une force internationale neutre en RDC. Chapeau bas, mais là où le bas blesse, c'est lorsque les sites à l'intérieur de la RDC sont prévus pour ces déploiements au détriment de la frontière commune entre les deux voisins en conflit. De quoi dire que le plan B de la balkanisation est en marche. Le phare annonce l'accord de Washington pour le déploiement de la force neutre. L'île ignore que la voix des USA pèse lourd au Conseil de sécurité, surtout qu'elle est associée à celle de grandes puissances de la planète telles que la France et la Grande-Bretagne, en dépit des pressions du camp du RFI représenté par la Chine, la Russie et le Rwanda. Les palmarès restent convaincus que le signal ne trompe personne. Kinshasa n'a plus le cœur à l'ouvrage à Kampala, toujours en sa faveur pour le moment, et le M23 se trouve en position d'extrême faiblesse. L'avenir compte lui fait remarquer que le M23 n'a jamais respecté jusqu'à ce jour la décision du chef de l'État de la Syrienne lui intimant l'ordre de revenir sur ses anciennes positions d'avant le 30 juin 2012. D'une part et de l'autre part, celle de positionner à 20 km de la ville de Goma. On va terminer cette lecture de journaux quinois par la bataille juridique autour de l'élection du gouverneur du Bas-Congo. Forum des As annonce le conseil de gouverneur du Bas-Congo n'attend pas désarmé dans le contentieux électoral issu des élections survenues en octobre 2012. Où est passée la deuxième requête, s'interroge-t-il. Cet avocat près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et conseille à la Cour pénale internationale revient sur le 3 moyens tirés de la violation manifeste des articles 103, 110, 160 alinéa 2 et 197 de la Constitution de la RDC. C'est ensemble l'arsenal juridique sur base duquel s'emploie bec et ongle à défendre les intérêts de son client. C'est confiant à la presse, maître de données Kalouba Dibois parle d'élections illégales tenues dans la province chère à Simon Kimbaku. Voilà qui met un terme à cette revue de presse. Nadine Laïng. Merci Rosawazi pour cette revue de presse, ce communiqué. La ville de Kinshasa informe le public qu'au terme de l'ordonnance aux lois du 21 septembre 2012 fixant la nomenclature des impôts, droits et taxes, redevances de province et des entités territoriales décentralisées, la taxe rémunératoire annuelle sur les établissements dangereux et incommodes de la catégorie. Il est un acte générateur qui relève de province. Elle ne peut être recouvrée que sur base d'une note de perception établie par la Direction générale de recettes de Kinshasa. À cet effet, il est demandé aux personnes physiques et personnes morales assujetties à la taxe suffisée d'opposer une fin de non-recevoir aux agents de la DGRAD qui se présenteraient auprès d'elle pour son recouvrement et au besoin d'en informer le ministère provincial chargé des finances en cas de résistance. Tout paiement effectué dans un compte autre que le compte transitoire de la ville de Kinshasa n'engage pas celle-ci. Les contrevenants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes et s'exposeront à la rigueur de la loi. Ce communiqué est signé Guy Matondo Kingolo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du soir. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Télé 7, la télé républicaine.